Avec cette douche froide, cette très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens sur le front, une avancée importante des Russes sur le front nord-est. Vous allez voir la carte dans un instant, là où d'ailleurs Moscou concentre ses efforts. Plusieurs dizaines de localités de la région sont évacuées. D'abord, les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'armée russe dit donc avoir avancé au nord-est en se rapprochant d'une ville très importante, Kupiansk. Oui, d'abord, pour bien situer la zone, rappelons que la ville de Kupiansk a été reprise par les Ukrainiens au mois de septembre dernier, après 7 mois d'occupation russe. Elle se situe dans l'oblast de Kharkiv, sur les bords de la rivière Oskil. Nous ne sommes donc pas dans l'un des 3 axes d'offensive ukrainienne, mais bien plus au nord. Ce matin, on a appris que le commandant des forces terrestres de Kiev, Oleksandr Syrski, s'est déplacé jusque dans la zone de Kupiansk. En témoignent ces photos. On le voit ici de profil en tenue militaire. Au milieu de ses commandants, des ordres sont donnés. On ne voit généralement cet homme que lorsque des grandes décisions sont à prendre. Et pour cause, depuis près d'un mois, l'armée ukrainienne alerte sur une offensive de Moscou au nord-est. Et désormais, ce que l'on observe depuis quelques heures, c'est que tout s'est accéléré. Regardez, les cartographes que l'on a l'habitude de suivre notent une avancée des troupes russes au nord-est de Kupiansk, ainsi qu'au sud-est, à seulement 8 km du centre-ville, 2 zones où les hommes de Moscou mèneraient des assauts. On comprend donc que la pression russe s'oriente vers l'ouest, même si ces soldats sont encore loin d'avoir franchi la rivière Oskil, qui les sépare des Ukrainiens. Aucune image ne nous est parvenue pour le moment dans cette zone précise. C'est généralement le cas lorsque des combats sont en cours. Plus au sud, à une vingtaine de kilomètres de la ville. En revanche, ces images ont été diffusées sur des chaînes Telegram russes. Ce drone cible une position ukrainienne, puis quelques secondes après, une explosion. Et sur cette autre image que vous allez voir, des soldats russes affirment avoir détruit une autre position ukrainienne. On voit un certain nombre de soldats, une dizaine, tenter de se cacher à l'intérieur de ce bâtiment en ruine. Visiblement, ça n'a pas suffi. Précisons que ces vidéos ne viennent que de sources russes. Peut-on réellement parler de progression des troupes de Moscou? C'est sans doute prématuré, mais la Russie le revendique déjà. Écoutez. На Купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Et sans confirmer ces avancées, l'Ukraine, elle, reconnaît des difficultés. Écoutez le représentant de la garde nationale ukrainienne. Звичайно, зараз епіцентром бойових дій, там, де ворог сконцентровує головні зусилля, це залишається Куп'янський напрямок. І та кількість сил і засобів ворога і його активізація за останній час на цій ділянці спрямована, скажімо так, на намагання переломити ситуацію на цій ділянці фронту. Зокрема, сюди були заведені десантно-штурмові підрозділи, посилені танковими підрозділами, які за підтримки і авіації, артилерії намагаються тут постійно чинити спроби штурму на наші позиції, на позиції українських захисників. Oui, on le voit, l'Ukraine prend la menace très au sérieux, évidemment. Oui, regardez ces images publiées aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur ukrainien. Lui-même, les autorités affirment que la ville de Kupiansk a été visée par des bombardements. D'après les autorités, un bâtiment administratif a été frappé dans l'un des quartiers résidentiels de la ville. Un garage et une voiture auraient pris feu à quelques mètres de là, provoquant un incendie étendu sur 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Immédiatement, un décret est signé par les autorités locales. Il ordonne l'évacuation de 37 localités de la région. Vous voyez ici les consignes données aux habitants en attente d'être relogés. Quel est l'intérêt des Russes de pousser à cet endroit précis du front ? Eh bien, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, fournit une première explication. D'après elle, l'objectif des Russes est de faire diversion, de forcer l'Ukraine à transférer des réserves dans la région pour dégarnir le front de Bakhmout. Elle souligne, dès que nous prenons l'initiative opérationnelle et que nous commençons à avancer, l'ennemi s'active immédiatement dans d'autres directions pour nous distraire. Autre explication possible, que les Russes souhaitent maintenir une nouvelle ligne de front entre le Dniepr et le nord-est sans pour autant vouloir aller plus loin. Écoutez les explications du général Dominique Trinquant. Et à ce moment-là, on pourrait dire que l'offensive ukrainienne a raté, que les Russes ont réussi à maintenir la ligne entre le Dniepr et globalement le nord à l'est de Kharkiv. Et à ce moment-là,
la négociation qui est en cours, il faut savoir, en Arabie Saoudite, permettrait de dire, bon, il n'y a pas de progression, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant sur le plan de la négociation ? Merci beaucoup, Lucile. Ludmila Totieva, je vous voyais réagir à ce que dit le général Trinquant. Avant d'en venir à l'aspect stratégique, d'abord le terrain. J'imagine que vous avez, vous, des remontées de votre famille ou de vos amis en Ukraine. Il semble quand même qu'il y ait une percée sur plusieurs kilomètres. On l'a vu, plusieurs dizaines de localités ont été évacuées. C'est un moment important qui est en train de se passer sur le front. Certainement, c'est un moment important. Sur les chaînes Telegram ukrainiens, il n'y a pas des informations sur effectivement la percée des Russes. Ce qu'il y a comme des informations, c'est justement sur l'évacuation des populations de la région de Kupiansk. C'est autour de 35 ou trentaine de villages différents dans cette région-là. Ce qu'on sait aussi, une autre explication pourquoi les Russes tentent autant de prendre du rôle, enfin de vraiment prendre plus de positions ici, c'est parce que ça va faire bientôt un an que les Ukrainiens ont libéré justement la région de Kupiansk et Kupiansk même des forces russes. Et je pense que c'est vraiment cette volonté de revanche qui est très forte chez l'armée russe. Il faut savoir aussi, comme c'était bien indiqué dans les explications tout à l'heure, que le commandant de l'armée de l'air de terre, Alexandre Syrski, quand il s'est rendu sur le front, c'était c'est assez important comme déplacement, et surtout qu'il y a autour de 100 000 soldats russes qui étaient amassés sur cette zone-là, et qu'il y a aussi des rotations de ces troupes. Le feu d'artillerie qui ne cesse pas. Par exemple, il y avait des remontées de la part des soldats qui sont sur ce front-là. Ils disent qu'il y a autour de 350 tirs d'artillerie par jour. Alors, on n'a pas l'équivalence pour répondre, on n'a pas d'aviation pour effectivement contrer certains avancées russes. Et oui, c'est difficile, il faut avouer, mais je ne pense pas que avec le temps qui s'est écoulé, avec les Russes qui ont pu, par exemple, bien se faire une ligne de défense dans le sud, et avec leur peut-être intérêt, comme le dit Gana Malar, la porte-parole de l'armée ukrainienne, c'est de justement avoir tiré les forces ukrainiennes vers le nord, qui est une quand même diversion, très important. Enfin, ou en tout cas avoir un nouveau front, ce qui oblige les Ukrainiens à dégarnir d'autres unités. Vincent Hugeux, effectivement, il y a quelques jours, quelques semaines, on annonçait 100 000 hommes qui étaient massés dans cette zone. Le fait que Syrski soit sur place, c'est très important. C'est un des personnages essentiels de l'armée, c'est celui qui commande les forces terrestres. Comment vous analysez la situation ? Vous avez différents marqueurs classiques des situations délicates. Le déplacement d'un haut responsable stratège militaire et l'évacuation des localités qui entourent la cible urbaine principale. Ça veut dire effectivement que la tournure des événements est considérée comme inquiétante par les autorités ukrainiennes. Je suis frappé par un phénomène relativement nouveau. C'est que vous voyez s'allumer ou se rallumer des foyers de combat dans différentes zones de l'immense ligne de front de plus de 1000 km. Et à l'instant même où on sent qu'en Crimée, il y a une tactique de harcèlement ukrainienne assez performante, frappe sur les axes de ravitaillement, ponts, routes, voies ferrées d'une part, drones navals contre des bâtiments qui interdisent aux Russes de faire de la mer Noire un lac national, comme ils en rêvent depuis des décennies. Eh bien, vous avez cette aptitude d'abord défensive, ça on l'a dit souvent sur ce plateau, c'est que les Russes ont eu le temps de mettre en place des dispositifs défensifs très robustes, multicouches, avec 4, 5 ou 6 lignes. Et on avait également noté, il y a déjà plusieurs semaines, que ces rassemblements, ces mouvements de troupes pouvaient présager des tentatives de contre-offensive locale, en n'oubliant jamais que l'effondrement de Kharkiv est un des grands traumatismes avec l'évacuation de Kherson au sein de l'état-major et du ministère de la Défense moscovite. Et oui, on va revoir la carte parce qu'elle est évidemment fondamentale. Alors là, elle est
très proche de Kupiansk, mais si on élargit, Kupiansk est sur la route de Kharkiv, qui en effet était tombée à l'automne, et c'est fondamental bien sûr pour les Russes, Claude Blanche-Maison, et on est complètement au nord-est de cette ligne de front, alors que les Ukrainiens se concentrent bien entendu sur des zones que l'on commente chaque jour ici, Zaporijjia et la région de Donetsk. 100 000 soldats russes, c'est énorme. C'est une concentration de troupes absolument colossale par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, on peut s'interroger sur l'objectif réel des Russes. Est-ce que c'est seulement de faire déplacer des troupes ukrainiennes pour parer à l'offensive dans le nord-est, et en tout cas protéger Kiev? C'est possible. Peut-être aussi que les Russes, qui ont beaucoup appris depuis le début de cette guerre, verront, en fonction des événements, si ils s'arrêtent là. On leur prêtait une stratégie uniquement défensive, mais il apparaît elle s'autorise des exceptions offensives. Et puis si on masse autant de troupes, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'en effet, c'est une très mauvaise nouvelle et que c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas exactement quel est l'objectif russe. Alors certains commencent à dire que cette fameuse rivière qui marque une barrière naturelle pourrait être un objectif pour pousser, figer et négocier derrière et dire ce sera désormais la nouvelle base de négociation. On est encore extrêmement loin bien sûr d'une négociation, mais est-ce que ça peut être une stratégie russe ? Ce qui est certain, c'est que, ça a été dit, un front de 1300 km, il faut s'attendre qu'il y ait des effondrements localisés ici ou là. Là, ça passe par Kupiansk, on n'est pas à l'abri demain, dans l'autre sens, de voir des... Donc, il faut prendre l'ensemble de ce point. Une fois qu'on a ça en tête, on a posé les objectifs russes, il faut aussi se poser la question des objectifs ukrainiens. À savoir, est-ce que c'est de défendre coûte que coûte tous les territoires tout le temps, ou est-ce que c'est de dire on peut céder un peu de terrain là provisoirement, parce que derrière, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de fatiguer l'outil stratégique russe, et en tout cas d'épuiser son armement et sa capacité à nuire. En gros, si on est dans l'idée que l'objectif ukrainien, c'est avant tout d'essayer d'éteindre au maximum tous les incendiaires qui sont sur son territoire, grosso modo, on a une grille de lecture qui peut être appliquée. Maintenant, si on regarde depuis 2 mois l'évolution qu'on peut faire de la contre-offensive, le bilan est naturellement mitigé, mais il n'est pas... il n'est pas catastrophique, ou en tout cas, il ne faut pas le réduire à Kupiansk ce soir. Non, c'est le fait de guerre du jour, bien sûr. Pour une raison simple, c'est qu'effectivement, si on regarde les objectifs affichés par le chef d'état-major ukrainien au début de la contre-offensive, alors on peut se dire que les gains territoriaux sont limités. Si on regarde en revanche du côté des pertes, ça il faudra regarder, et on a peu de chiffres là-dessus, mais il faut regarder les pertes des deux côtés. Et également la capacité de plus en plus forte aujourd'hui des Ukrainiens d'aller taper à l'arrière dans des zones, des points importants logistiques russes qui affaiblit en quelque sorte l'outil offensif russe. Mais il est également vrai qu'une contre-offensive, j'allais dire, amène à un bilan humain généralement terrible et peut-être plus compliqué pour les attaquants que pour les défenseurs. Ça, c'est un autre élément. Quant aux autres déterminants de ce que peut être, de la manière dont il faut évaluer une contre-offensive, le soutien populaire pour la guerre, l'engagement de l'ensemble de la population est toujours là, le soutien international, les livraisons d'armes continue, la formation de pilotes va dans ce sens, même si là aussi, probablement, il y aura certainement des évaluations à faire entre le moment où les armes sont promises et le moment où elles sont livrées. Ça, c'est un autre point. Et puis après, c'est l'autre élément, effectivement, cette capacité à pouvoir garder définitivement le territoire qu'on a acquis. Et c'est peut-être là où, sur Kupiansk, c'est quelque chose d'intéressant à voir. C'est Kupiansk, c'est effectivement un territoire qui a été reconquis, et dont on pensait en quelque sorte qu'il était libéré pour de bon. Et donc là, la question, effectivement, est plutôt, et c'est une mauvaise nouvelle à accepter du côté de l'état-major ukrainien, c'est-à-dire de se dire,
Voilà, il n'y a pas de ce qu'on imaginait, ce qu'on espérait être une forme de voyage en sens unique n'est pas là, et donc ça entretient l'idée, en tout cas, que le conflit peut encore durer. Je soumets à votre analyse cette déclaration de Yan Gagin, qui est le conseiller de Pouchiline, hein, ce gouverneur autoproclamé de la région. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que lui dit « les troupes russes sont prêtes, mais ». Ну, скажем так, наши вооруженные силы достаточно давно уже готовы к полноценному наступлению. И сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Mais il est plus avantageux d'être en défense active. Alors, on n'a pas de général sur le plateau, mais vous êtes tous assez éclairés. Qu'est-ce qui veut dire ? On est en capacité d'avancer, mais on préfère, dans le fond, défendre. Et c'est quoi l'idée en filigrane ? Est-ce qu'on préfère figer le front, négocier sur ces bases ? Ça rejoint la doctrine à la fois politique et stratégique de Moscou, c'est-à-dire considérer que le temps travaille pour nous et que l'usure est le mot-clé. Et donc il est préférable d'user, d'épuiser le potentiel ukrainien que de se lancer dans des opérations en profondeur qui seraient, elles, extrêmement risquées, parce que vous pourriez avoir là des contre-attaques de revers qui seraient catastrophiques, et il y en a eu. Au fond, Kiev se retrouve face à un dilemme analogue à celui qu'on a connu sur Severodonetsk, sur Lysychansk et même sur Barmout, le ratio. Sans être le moins du monde cynique, le ratio coût-avantage. Jusqu'à quel point est-il pertinent de défendre une position donnée alors qu'elle est ruineuse en termes humains et matériels, et on sait que le potentiel ukrainien est moins étendu en termes d'effectifs, en termes de munitions d'artillerie, et donc là vous avez vraiment des décisions cruciales à prendre, et pour poursuivre la réflexion de Florent Parmentier, en ne perdant jamais de vue l'objectif central. Se laisser distraire, comme le disait la vice-ministre ukrainienne, c'est effectivement devoir transférer des forces du point A au point B, mais c'est aussi perdre de vue ce qui est l'axe stratégique majeur. Et ça, c'est vraiment des décisions extrêmement délicates pour ceux dont c'est le métier. Et ça doit être terrible, en effet, de prendre ces décisions, d'être aujourd'hui Zaloujny, le chef d'état-major, ou Zelensky, a fortiori, qui doit composer avec une pression occidentale. On la sent, cette pression, on en parle quasiment tous les jours. On attendait une contre-offensive, on attendait peut-être la charge des chevaux légers, une percée, et puis, brutalement, oui, il y a une forme de douche froide, c'est-à-dire qu'on a eu des comptes d'apothicaires sur des kilomètres carrés modeste qui était repris, et là on a une avancée de quelques kilomètres. Alors oui, tout à fait. D'un côté, on comprend que, je pense, c'est une pensée qui est profonde chez les Ukrainiens et aussi dans la société ukrainienne, c'est que c'est un marathon. C'est pas, on est dans une durée très longue, et c'est pour ça que, par exemple, faire ce type de décision où on évacue la population, on évacue le site pour justement ne pas perdre des hommes ou la population civile, parce qu'on ne dispose pas autant de ressources humaines dans l'armée ukrainienne qu'en disposent les Russes. Après, c'est pas facile de prendre des décisions pareilles, mais je pense qu'on n'est pas encore vers la fin de quoi que ce soit. Poutine, il a une volonté très ferme de continuer cette guerre, et il n'a pas du tout en vue de faire une sorte de négociation, je ne le crois pas, surtout qu'il y a vraiment très peu de bases, et il faut se rappeler un peu que les régions nouvellement annexées par Poutine, ça inclut justement toute la région de Donetsk, Lugansk et Zaporijia et Kherson, et sur ces objectifs-là, il est très loin, ça reste autant inatteignable que ça a été il y a un an. Alors, sur Kharkiv, c'est pour ça que je voudrais quand même souligner, je pense que c'est un esprit de revanchisme énorme, et ça s'inscrit très bien dans la pensée russe, justement pour marquer cet anniversaire de leur effondrement du front dans la région de Kharkiv. Qui était en septembre. Qui était en septembre dernier, et ça joue énormément aussi sur les opinions publiques. Solovyov, qui est le propagandiste principal, il va jouer sur ça. Et ça, au moins, ça peut
aider la population, de soutenir même plus l'effort. Côté ukrainien, oui, effectivement, c'est pas facile d'accepter que il y a des pertes et des pertes qui sont considérables, mais aussi que ça avance pas autant qu'on voudrait. Mais il faut être réaliste. Et ça peut, Claude Blanche-Maison, être accueilli, effectivement. Alors on verra ce que dit Soloviev. Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé là-dessus. Et d'autres voix qui sont fidèles au Kremlin, ça peut être considéré comme une victoire. Alors, on ne présume pas pour l'instant de ce qui est en train de se passer. On sait qu'il y a quelques kilomètres qui ont été conquis. Et sans doute l'information la plus importante, une trentaine de localités qui ont été évacuées préventivement, ce qui dénote malgré tout d'un recul. Ça, c'est assez incontestable. Ça peut jouer psychologiquement côté russe. Les Russes n'étaient pas dans une position formidable ces derniers temps. C'est sûr que Soloviev va l'exploiter ce soir dans son émission, évidemment, de propagande grossière habituelle. Vous avez indiqué tous les choix que le général Jaloujny avait devant lui, les choix difficiles. Je crois qu'il y a aussi un choix assez fondamental. Est-ce que il faut véritablement déplacer les tas de troupes, comme dans le fond l'action russe semble l'y inviter? Il faut sans doute en déplacer quelques-unes, mais il a pas mal de troupes en réserve aussi, le général Jaloujny. Alors, s'il a des troupes en réserve, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Moi, je ne suis pas militaire, et encore moins le général Jaloujny, mais je pense que il aurait probablement plus de chances d'avoir des résultats visibles, sonnants et trébuchants, s'il mettait le paquet sur le sud. D'abord, en assommant, en pilonnant les lignes d'approvisionnement de la Crimée, pour couper complètement la Crimée de tout approvisionnement, et ça, il a les moyens de le faire avec les missiles et avec les drones, en continuant de taper du côté de Novorossiysk, parce que ça inquiète beaucoup les Russes. C'est la Russie historique, c'est un port très important sur le plan militaire, parce que c'est le port de repli par rapport à Sébastopol. Il a été construit pour ça. À l'époque où Sébastopol était simplement loué à la Russie, les Russes, à l'époque, c'était pas les mêmes Russes, mais se sont dit, il faut peut-être qu'on construise un port. On sait jamais ce qui peut se passer. La location, c'est provisoire. Donc Novorossiysk, c'est vraiment très très important. Et il a été donc touché par un drone naval là que l'on voit c'est le port, le 4 août, où il y a un terminal pétrolier important et également un port pour l'exportation des céréales. Donc moi, il me semble que le général Jaloujny a aussi ce choix. Est-ce qu'il en a vraiment les moyens? Je pense que oui, d'intensifier ses frappes de ce côté-là. C'est sur le front de la mer Noire, en réalité. C'est ça. Et se concentrer sur le sud. C'est qu'il n'y a pas de morts ukrainiens. Ce sont des actions qui sont des actions à 0 mort ukrainien et qui font de gros dégâts psychologiques chez les Russes. Gageons que le succès tactique de Kupiansk, côté russe, sera exploité avec d'autant plus d'ardeur qu'il ne faudra pas en partager les lauriers avec Wagner. On n'est pas dans la situation de Barmout. Vous vous souvenez qu'on bataillait pour revendiquer la paternité d'une victoire d'ailleurs aléatoire et irréversible. Là, vous verrez la propagande se déchaîner parce que précisément, tout ça n'est pas terni par la dépendance à une bande de soudards qui deviendront bientôt des mutins. Alors vous avez raison de le souligner, ce serait le premier... s'il se confirme, succès significatif de l'armée régulière et en effet un succès qui n'est pas lié à Wagner et à son Prigojine qui aujourd'hui a un petit peu disparu des écrans. Alors Prigojine a disparu des écrans, mais la particularité du coup d'État, pas vraiment un coup d'État, mais disons on va dire de l'aventurisme de Prigojine, l'une des conséquences a été la possibilité pour l'armée russe de recruter une partie de ses hommes. En réalité, c'est une forme de nationalisation cachée d'une partie des troupes de Wagner en Ukraine auxquelles on a assisté, qui du coup peuvent être déployées à différents endroits. Et donc ça, je pense que c'est des choses qu'on verra probablement. Je voulais peut-être revenir sur le point, effectivement, très bien dit par Monsieur Hugues. La vraie question
et Kupiansk n'est qu'un des éléments autour de ça, et les frappes en profondeur n'en sont qu'un autre. C'est vraiment de se poser quel est le camp qui arrive à épuiser l'autre. C'est de ça en fait dont dépendra l'issue de la guerre. Et tant que de part et d'autre, en fait, il y a une croyance que faire la paix maintenant apporte moins d'avantages que la guerre qu'on peut continuer et qu'on peut apporter plus tard, à ce moment-là, on est sur quelque chose qui continuera de durer. Oui, il y a une dimension psychologique, évidemment. Je rappelle que le 24 août, ce sera à la fois la fête de l'indépendance en Ukraine, mais ce sera un triste anniversaire, les 18 mois, donc 1 an et demi de guerre, avec la fatigue que l'on imagine, et dont j'imagine que vous pouvez témoigner. Il y a une fatigue en ce moment en Ukraine, peut-être aussi une petite déception. Alors, les Ukrainiens sont combatifs, mais peut-être une petite déception sur cet été. On est le 10 août, l'été est très largement entamé. Est-ce qu'il y a ça qui flotte dans l'air malgré tout ? Je pense que surtout, il y a de la fatigue par rapport à la terrorisation de populations civiles que les Russes organisent chaque jour. Zaporizhzhia, là, vient d'être attaqué par des missiles. Il y a chaque jour, on lit les chaînes Telegram et il y a des morts et des blessés parce que justement la Russie l'attaque et puis ils essayent aussi de mettre cette pression psychologique sur la population civile parce que finalement, c'est eux qui sont visés. C'est elle qui est visée la plupart des cas quand les Russes font c'est une des parties de stratégie de leur guerre. Après, est-ce qu'il y a une déception ? Je pense que peut-être il y a quand même une déception parce que c'est vrai que quand on pense à contre-offensif, tout de suite dans notre tête on a Kharkiv. Et effectivement là, ça nous crée une sorte de attentes qui sont pas réalistes parce que la situation, le contexte est complètement différent par rapport à l'année dernière. Déjà, il n'y a pas tellement de lignes de défense. Il y a une autre type d'organisation aussi du côté russe, parce qu'ils ont appris sur leurs erreurs. La ligne de Surovikin, le chef de l'état-major, je crois, russe, c'est les 6 ou 4 lignes de défense. Alors, et c'est aussi parce qu'on a dû attendre que le matériel, par exemple, occidental arrive, et ça a laissé le temps pour les Russes de bien préparer leur ligne de défense. Et ça, il faut aussi être réaliste. Je pense que on peut être réaliste sans pour autant être pessimiste. Cette guerre, elle n'est pas terminée. On en a conscience. Et les Ukrainiens, même s'ils sont fatigués, je pense que les derniers sondages indiquent que quand même, les Ukrainiens, ils ne sont pas prêts à négociation ou à des concessions territoriales. C'est-à-dire la population en général, malgré ce qu'elle subit. Et en plus de ça, vous avez les soldats qui subissent des tirs d'artillerie qui sont sans cesse sur toutes les directions du front, comme dans le sud, comme dans le nord-est. Sans concession à